Bonjour à tous et à tous, ravi de vous retrouver en direct de Milipol sur le plateau télé SD Magazine. On va parler sur cette séquence de la transformation digitale au service des forces de sécurité. J'ai le plaisir pour en discuter d'accueillir le général Marc Boger. Vous êtes directeur de la stratégie digitale et technologique de la Gendarmerie nationale. Bonjour. Et Pierre-Adrien Anania, vous êtes directeur de l'offre Data et IA dans le secteur public à l'échelle globale chez Capgemini. Bonjour et merci à tous les deux d'être avec nous cet après-midi. Et enchanté. Et le micro marche. Les technologies, donc nouvelles technologies comme on les appelle, elles sont de plus en plus utilisées au profit et au service des forces de sécurité. Général, aujourd'hui, quelles sont les technologies qui présentent le plus d'intérêt opérationnel pour la gendarmerie et pour quels usages ? Alors, elles sont évidemment nombreuses. Je vais enfoncer des portes ouvertes. On va retrouver tout ce qui est intelligence artificielle, gestion de la donnée de masse. On va retrouver les objets connectés. On va retrouver tout ce qui est télécom du futur. On commence à s'intéresser aux techno quantiques parce qu'on voit que ça va arriver. Et en gros, ce qui va intéresser la gendarmerie, c'est tout ce qui va nous permettre de gagner et de garder un temps d'avance, à la fois vis-à-vis de nos adversaires, qui sont nos délinquants de tous les jours, et puis également de nous simplifier ou d'amplifier notre action, cette fois vis-à-vis de nos concitoyens, puisque je vous rappelle que la première mission du gendarme, c'est d'abord d'aider nos concitoyens face à la délinquance. Donc on a de multiples champs qui sont à couvrir. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. On s'est organisé pour être en mesure de garder ce temps d'avance. Vous savez qu'on a depuis très longtemps, et j'y reviendrai, Christian Rodriguez, notre directeur général, a encore amplifié le phénomène. Nous avons une connotation technologique auquel on tient, sur laquelle on travaille, justement parce que il faut qu'on puisse être résilient, il faut qu'on puisse être autonome, il faut qu'on puisse avoir ce temps d'avance dont je parlais tout à l'heure. Et pour ça, on travaille tous azimuts sur le recrutement, sur la formation, sur les technos qu'on utilise, que ça soit du cyber, de l'environnement, du aller vers, pour reprendre une expression qui nous est chère, aller vers nos concitoyens. Gérer et faire face à tous nos nouveaux défis technologiques qu'utilisent nos cyberdélinquants si on fait un focus par exemple sur le cyber. Puisque, vous le savez, dès qu'il y a beaucoup d'argent à faire, il y a aussi des délinquants qui s'organisent vite et qui s'organisent bien. Et on doit arriver à les combattre au jour le jour. Et est-ce qu'il y a certains usages ou certaines applications en particulier que vous pouvez relever ? Alors, en fait, quand on regarde tout le panel des technologies qu'on utilise, en fait, on peut les ranger dans quelques grandes catégories. La première, c'est... on a une problématique, justement, j'en parlais, de gestion de la donnée de masse. On a un volume de données, quel qu'il soit, celui qu'on saisit en perquisition, celui qu'on intercepte, celui sur lequel on travaille, etc., qui est de plus en plus important, qui dépasse maintenant la capacité d'un être humain normalement constitué. Et donc, on va travailler sur toutes ces technos qui vont nous permettre de gérer en masse et d'aider les militaires de la gendarmerie à être encore plus efficaces. Ça, c'est un premier grand usage. L'IA, j'en parlais, c'est évidemment stratégique, à la fois pour simplifier la vie de nos concitoyens. Par exemple, il n'est pas absurde de se dire que quelqu'un qui demain voudra déposer plainte via un vecteur numérique n'aura plus à écrire « je veux déposer », cocher sur des cases « je veux déposer plainte, je suis victime, j'habite à tel endroit, etc. et on m'a volé un vélo, ah zut, j'ai pas la case, alors c'est « autre » en général pour le moment qui sert. Demain, l'IA va par exemple permettre de faire de l'analyse textuelle et la personne écrira sur quelques lignes ce qui lui arrive dans le langage qui est le sien. Et on aura un moteur derrière qui va permettre d'analyser, de retrouver nos petits. Voilà un deuxième exemple. Les objets connectés, j'en parlais tout à l'heure, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. On estime qu'en 2025, un individu nos concitoyens sera en interaction 3000 fois par jour avec un objet connecté. Ça se développe à allure grand V ou de façon exponentielle. C'est mal sécurisé en général. Donc il faut que l'on travaille à la fois pour aider l'industrie à évoluer dans ce domaine. Petit 1. Petit 2, être capable de les identifier, par exemple, quand on arrive sur une scène de crime.
Vous avez maintenant dans beaucoup d'habitations une multitude de petites caméras cachées, dissimulées, et qu'il faut qu'on identifie lorsqu'on rentre sur une scène de crime. C'est les véhicules qui sont également un sujet sur lequel on travaille. C'est la simplification, et j'en parlais tout à l'heure, l'action augmentée de nos gendarmes, où il va falloir qu'on soit encore plus performant sur, par exemple, la valorisation de la donnée, pour être capable de trouver de nouveaux usages ou de leur simplifier la vie pour qu'ils soient encore plus efficaces demain. Bref, c'est toutes ces technos-là, et en cela, Milipol est un lieu un peu magique, puisqu'il y a énormément de start-up et de sociétés qui présentent des solutions innovantes. Et c'est pour ça que si vous êtes baladé dans le salon, vous avez vu un certain nombre de chemises bleu clair, parce que c'est une vraie source d'inspiration. Merci beaucoup. Est-ce que, Pierre-Adrien, de votre perspective, comment la technologie numérique permet aux forces de sécurité de se réinventer ? Oui, donc il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites et je vais essayer de les répéter sous un autre angle. Mon métier de généraliste m'amène aussi à voir comment fonctionnent les hôpitaux, les armées. Évidemment, il y a énormément de choses dont on peut apprendre et dont on peut tirer les leçons aussi pour les forces de sécurité, sachant que sur les activités que nous amenons dans une vingtaine de pays, on aura la gendarmerie, la police, mais aussi tout ce qui est la douane, tout ce qui sera aussi autour d'autres agences de sécurité et aussi de justice. En bref, on a aujourd'hui l'aspiration à être plus efficace, à être plus intelligent et à le faire en se protégeant, en le faisant à l'échelle et en ayant une certaine viabilité, tout ce qui est sustainability aujourd'hui, sur les activités qu'on aura. Et donc sur l'efficacité des processus de la gestion de cas, c'est exactement ça, aider le public servant, aider à être plus once-only, tel qu'on l'applique. Interoperability, c'est un thème qui a été abordé sur la dernière table ronde. Comment faire en sorte que les processus soient plus connectés et qu'on ait à demander qu'une seule fois, par exemple, l'identité d'une personne. Qu'on ait, quand on a un système de demande d'asile, d'amener moins de fois la personne en face de l'administration, tout en restant sécurisé et tout en ayant les informations qu'il faut du début à la fin. Un très beau cas d'usage sur ce genre de situation, c'est tout ce qui est Smart Borders. Aujourd'hui, avec l'Union européenne, avec les anomalies, les dangers que représentent potentiellement les flux, mais aussi avec le potentiel qu'il y a derrière. Smart Borders représente un enjeu de digitalisation avant le passage à la frontière, au passage à la frontière et après le passage à la frontière. Et c'est là où l'interopérabilité des processus et l'efficacité des processus de la gestion du cas va pouvoir aider et alléger le travail des public servants, mais aussi évidemment l'interaction avec le citoyen. Ensuite, il y a l'intelligence et on va encore en parler sur tout ce qui est intelligence artificielle. Comment faire en sorte d'utiliser la donnée qui est à disponibilité des agences. Comment faire en sorte de contextualiser grâce à la donnée. Comment faire en sorte d'aller chercher ce qui va se passer ultérieurement grâce à la donnée et avec la maîtrise de l'information. Et un dernier point, évidemment, c'est comment passer à l'échelle. Là, on aura tout le buffet des technologies autour du cloud hybride, pour pouvoir avoir le choix dans le secteur public de quel est le chemin du cloud qu'on veut. Et évidemment, tout ce qui sera la cyber-résilience, la protection de ces infrastructures. On l'a mentionné tout à l'heure, c'était pareil juste après Covid, avec la valeur de la donnée du patient et avec Covid, on a vu une hausse dans les cyberattaques sur les hôpitaux. C'est la même chose dans le cadre de la sécurité et de la justice. Et évidemment, la viabilité, on a des engagements dans nos sociétés, on a un commitment sur les Sustainable Development Goals. Évidemment, tout ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, notamment sur le digital, on essaye de voir aussi comment le faire de manière viable et environnementale. Alors, on parlait d'IA, vous en avez parlé aussi. Comment justement mettre à profit tous les avantages, notamment mathématiques de l'IA, pour tous les aspects de prévention, notamment des risques ? Oui, aujourd'hui, donc, on a de plus en plus de données sur lesquelles les organisations sont assises. Et ce qu'on essaye aujourd'hui, et d'ailleurs l'émergence des CDO, les Chief Data Officer, le montre bien, c'est comment aller tirer de la valeur de cette donnée sur laquelle on est. Évidemment, avant de parler d'IA, on va aussi parler de tout ce qu'il y a en termes de devoirs à faire pour pouvoir aller utiliser la donnée. Donc tout ce qui est, est-ce qu'on a la donnée aujourd'hui, dans quel format elle existe,
dans quelle qualité elle existe, est-ce que les différents acteurs d'un use case vont être en connexion pour pouvoir agir sur cette donnée-là. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir parler de cas d'usage et notamment de pouvoir comment maîtriser l'environnement de l'information sur qu'est-ce qui se passe en ce moment, pourquoi ça se passe, qu'est-ce qui va se passer en prochain et qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Et ça, c'est toute la chaîne de valeur de l'IA, de dashboard et de Power BI jusqu'à predictive analytics sur la prédiction et prescriptive analytics sur les suggestions. Ce qui est important, on y reviendra, c'est que l'humain reste au centre du jeu sur tout ce qui est décisionnaire, qu'il y a des cas où il faut une transparence et une explicabilité pour pouvoir comprendre pourquoi et comment on utilise l'intelligence artificielle. Et une fois qu'on a fait ça, évidemment, comprendre à quel moment intégrer l'IA dans le cas d'usage. 2-3 exemples dont on a vend. D'une part, ID Inspection à la frontière. Aujourd'hui, il y a des systèmes et des leitmotivs de fraude sur le passeport. Et l'IA, dans sa détection d'anomalies et l'avantage mathématique qu'elle va offrir sur une période plus rapide, va pouvoir aider à la frontière à détecter ces leitmotifs de fraude. Évidemment, il faut s'adapter parce que l'ennemi s'adapte just as quickly que le public servant et l'organisation publique. Et notamment aussi, on l'utilise à la douane quand les bateaux arrivent et qu'on regarde les trajectoires criminelles qui nous permettront de savoir quel cargo ouvrir lorsqu'il sera à port. Encore une fois, après, tout ça s'adapte et c'est par itération qu'on va pouvoir aller chercher les enseignements de la donnée. Un autre exemple, c'est les feux de forêt. Aujourd'hui, les feux de forêt, eux aussi, ont un leitmotiv. On peut apprendre des cas passés pour les cas à venir et on peut détecter en amont les zones vulnérables suite à des variables très connues comme la sécheresse dans des points précis pour pouvoir aussi optimiser le déploiement des ressources. Et j'ai appris ici à Milipol que le déploiement des pompiers en Europe se fait de manière centralisée, c'est-à-dire qu'on a des pompiers grecs qui arrivent pour aider la France en ce moment sur les feux de forêt en France. Et un dernier point qui est très en lien avec Milipol, c'est cette maîtrise-là de la donnée dans le temps et dans l'espace va trouver toute sa valeur une fois qu'on aura fait les devoirs, mais aussi sur les événements tels que les Jeux Olympiques. Les événements où on a des ressources, où on a une variable de temps, où on a un espace et où il faut pouvoir agir en temps réel sur ce qui se passe, sur les dangers qui émergent et aussi évidemment, au-delà de la sécurité aussi, sur le fait d'offrir un environnement fiable et attractif, notamment sur les Jeux Olympiques, à tous les touristes, les sportifs et les visiteurs. Et donc c'est dans cet environnement en temps réel que l'IA va pouvoir offrir son avantage mathématique aux forces de l'ordre, sur le terrain, mais aussi dans les coulisses. Et alors, vous avez parlé de fiabilité, de confiance finalement et d'éthique aussi. On voit bien en général que toutes ces technologies, qu'on parle d'IA, qu'on parle de cloud, vous avez mentionné le quantique également, toutes ces nouvelles technologies, quand elles seront déployées ou avant de les déployer, elles posent quand même un certain nombre d'enjeux. On a parlé d'éthique, réglementaire également, technique. Quels sont ces enjeux et comment vous y répondez ? Alors, vous touchez du doigt un sujet qui est fondamental auquel la gendarmerie, et en premier lieu son chef, Christian Rodriguez, on y est particulièrement attaché. C'est le côté réglementaire de tel traitement que l'on utilise. Chez nous, c'est fondamental. C'est pour ça qu'on se fait un point d'honneur à respecter l'ensemble des procédures en la matière. Pourquoi ? Parce que il en va de notre crédibilité au quotidien. Et ça serait relativement compliqué à comprendre que des soldats de la loi utilisent des traitements non déclarés, ne respectant pas les principes et les limites posées par la loi. Donc c'est quelque chose auquel on est particulièrement attaché. C'est quelque chose qui se fait traitement après traitement, qui va dépendre de la donnée qu'on manipule, de la durée de conservation, de la population en interne ou en externe qui va avoir le droit de consulter telle ou telle partie du fichier ou du système d'information de façon plus large. Et c'est quelque chose qui est complètement intégré dans nos processus projet. Et il est chez nous hors de question de sortir, de mettre à disposition, de mettre en production un système d'information si il n'est pas passé par les cases réglementaires qui vont bien. Encore une fois, c'est fondamental. Il en va de notre crédibilité et c'est juste ce que demande la loi, donc ça tombe bien.
Merci beaucoup. Pierre-Adrien, vous avez mentionné vous parliez d'itération, effectivement, d'améliorer un projet, un produit au fur et à mesure, en fonction des besoins. En général, comment justement vous renforcez, comment vous coopérez avec les industriels du secteur privé pour arriver justement à des produits qui soient au plus proche de vos besoins et de vos attentes? Alors, vous avez utilisé un mot qui m'est particulièrement cher, c'est la coopération. Coopération avec le monde privé, mais également coopération entre institutionnels. Et vous le savez, nous sommes sur des dimensions qui sont maintenant très très régulièrement extra françaises. Hein. Dans mon poste précédent, je m'occupais de lutte contre la cybercriminalité. Moi, toutes mes enquêtes étaient toutes à l'international, de l'Australie au Japon, passant par le Canada, les pays européens évidemment, les États-Unis. On a la chance d'avoir une structure et que je souligne régulièrement parce que je pense qu'elle est particulièrement utile et qu'elle rend d'excellents services, c'est Europol. C'est une vraie structure de coopération qui, je trouve, marche extrêmement bien, notamment dans le cyber. Et l'existence de telles structures qui va permettre de mettre du liant, qui va permettre de faire travailler les uns avec les autres et d'offrir des structures communes ou des fonctions support communes, c'est fondamental, ça nous permet d'être plus efficaces. Et c'est une dimension qui est de plus en plus prégnante dans notre travail au quotidien. Là, j'ai parlé cyber, j'aurais pu parler de lutte contre la criminalité organisée, où très souvent ça va dépasser nos frontières, où ça va aller chercher d'autres acteurs que la simple gendarmerie. Je pourrais parler environnement, où eh bien, c'est là encore, c'est l'OFB qui va jouer sa partie, nous allons jouer une partie. Enfin voilà, et on voit que c'est bien en étant tous ensemble que l'on peut aller plus loin, vous le savez, puisque si tout seul on va plus vite, c'est ensemble qu'on va plus loin. J'ai réussi à le placer, Amélie, donc tout va bien. Cette coopération, ça marche extrêmement bien. Cette coopération, elle doit aussi marcher avec l'écosystème privé de deux façons. À la fois pour démultiplier notre action, bien sûr, mais également pour nous challenger en permanence sur eh bien, la vision que l'on a pour l'avenir, sur les pistes à travailler, et c'est pour ça que nous avons mis en place un certain nombre d'événements. Vous avez la journée Agir à la fin du mois, qui est sur un modèle un peu spécifique, qui va consister pour nous à réunir tout l'écosystème industriel et à leur dire voilà, nos besoins, c'est ça, voilà ce que sont nos besoins et voilà ce que seront nos besoins dans 3 ans. Écoutez, prenez en compte, intégrez ça dans vos roadmaps de façon à ce qu'on soit ensemble au rendez-vous dans 3 ans. À l'inverse, quand, vous le savez, on a une structure, on travaille beaucoup sur l'initiation, oh là là, tout ce qui est imagination collective. Et pour ça, on va s'appuyer à la fois sur nos personnels de terrain qui ont plein de bonnes idées. Et on a monté des structures pour que ça remonte, qu'on puisse voir quelles sont celles qui peuvent être déployées sur l'ensemble du territoire national. Mais c'est également toute cette masse d'idées qu'on va aller challenger avec l'écosystème privé, avec le monde universitaire, avec le monde de la recherche, pour à chaque fois, et on va bientôt organiser notre prochain conseil scientifique, et bien ça va bien être ça l'idée, ça va être de dire voilà où on en est, voilà ce sur quoi on bute éventuellement, voilà les pistes qu'on a prises, dites-nous, vu de votre œil externe, si on est dans le vrai, si on est en train de faire fausse route, si vous pouvez nous aider, si on peut démultiplier l'action, etc. On fait ça également avec nos réservistes. Vous savez qu'on a la chance d'avoir 35 000 réservistes en gendarmerie, à peu près dans des domaines relativement vastes. Et bien là encore, c'est autant d'œils externes qui vont pouvoir nous dire tiens, moi j'ai un truc qui peut peut-être vous aider. Tiens, j'ai une fonctionnalité qui me semble pouvoir correspondre à un besoin opérationnel, ou au contraire, j'ai compris vos besoins et j'ai fait réorienter un peu mes travaux en interne pour être capable de vous présenter un produit qui correspond à vos besoins. Ou au contraire, là, est-ce que vous avez bien pris telle grande direction de marche? Parce qu'il nous semble, nous qui connaissons l'écosystème industriel, que c'est une direction dans laquelle vont les industriels. Et voilà, il ne faudrait pas que la gendarmerie rate le virage.
Bref, c'est en étant en permanence interconnecté avec l'ensemble de cet écosystème. On a la chance d'avoir un certain nombre de partenaires voilà, universitaires qui en a passé des conventions, un écosystème industriel que l'on connaît bien. Eh bien, ça nous permet, voilà, toujours, c'est notre obsession d'avoir ce temps d'avance sur la manœuvre, parce que si nous ne l'avons pas, nos opposants l'auront et nous perdrons du terrain, ce qui est juste impensable et inadmissible. Vous souhaitez réagir, Pierre-Adrien? Oui, parce que je pense que cette ode à la pluridisciplinarité, c'est quelque chose de très important aujourd'hui, dans le sens où, de la même manière que moi, en tant qu'étudiant en sciences politiques qui a terminé dans le digital par la suite, on voit aussi énormément aujourd'hui d'efforts parmi les organisations à créer leur Innovation Lab, pour commencer, mais aussi à faire ce qu'on appelle le change management, l'upskilling, le reskilling, autour des nouvelles technologies et des technologies émergentes. Notamment pour pouvoir ancrer le digital dans la réalité, pour pouvoir vraiment savoir à quel moment du quotidien cela va aider concrètement l'organisation et le public servant, mais aussi pour en fait créer cet échange aussi avec, en dehors des murs de l'organisation, les petits acteurs tels que des startups locales qui ont énormément de belles idées et qui peuvent apporter une expertise de niche, ou les grands partenaires, et qui va permettre à la fin en fait aussi d'itérer beaucoup plus facilement l'arrivée de ces technologies, notamment aujourd'hui avec l'IA générative, qui est le dernier exemple où on voit ce genre de phénomène aider à l'intégration des technologies dans le quotidien de ces organisations. Et pour faciliter encore plus l'intégration de ces technologies, il y a aussi une question de maîtrise, enfin de gouvernance de la technologie, notamment pour conserver l'aspect éthique qu'on mentionnait tout à l'heure. Comment vous voyez ça de votre perspective? Oui. Alors, il y a eu énormément d'efforts il y a 5 ans à peu près, dans le cadre de la montée en émergence des stratégies de l'IA à l'échelle départementale, nationale, internationale, ministérielle. Quand tous les pays ont commencé à avoir leur stratégie nationale, en France avec Cédric Villani qui avait rédigé le rapport. Et à partir de là, il y a eu un effort pan-européen, je dirais, même s'il y avait aussi énormément d'input à travers le Canada, à travers l'Asie, sur l'éthique et les guidelines. Dans l'Union européenne, avec la Commission, on a eu, je crois, 7 guidelines de l'éthique autour de la transparence, de l'explicabilité, etc. Et la question par la suite, c'était vraiment d'ancrer ces guidelines dans la réalité, d'opérationnaliser dans la réalité des projets cette transparence, cette explicabilité et les autres guidelines. Aujourd'hui, ça correspond à quoi? Ça correspond à parler avec les data scientists, ça correspond à parler avec les software engineers, avec aussi peut-être sûrement l'organisation pour coécrire une charte de l'utilisation de l'IA. Et j'ai vu énormément d'organisations en France qui, comme Pôle emploi notamment, ont écrit leur charte avec les end-users, les utilisateurs de l'IA dans le quotidien. Aussi dans la santé, avec des ambassadeurs de la donnée dans les hôpitaux et parmi les medical staff. Et ça, c'est aujourd'hui, évidemment, pour pouvoir mesurer la criticalité du cas d'usage et pour pouvoir en comprendre où et comment on va faire ancrer les guidelines dans la réalité, qu'on va pouvoir ensuite avoir une compliance avec les réglementations européennes, mais aussi une IA de confiance qui va ensuite amener l'utilisateur à l'utiliser. Merci beaucoup. Donc on comprend bien en effet ce que la technologie, notamment les technologies liées au numérique, peuvent apporter pour les forces de sécurité et donc des citoyens, comme vous le rappeliez, général. Mais on comprend bien aussi les enjeux que ça pose et qui doivent être encore résolus pour arriver à une implémentation éthique et de confiance, notamment donc, de transparence, d'explicabilité. Et puis, vous le mentionniez, général, aussi des enjeux réglementaires, évidemment. Un grand merci à tous les deux d'avoir été avec nous cet après-midi et d'avoir partagé vos réflexions sur ces sujets. Merci beaucoup. Merci.